Salut, bienvenue sur Sport Business Squad, la 19e édition, la première émission traitant des questions de gouvernance et d'économie en Afrique et partout dans la francophonie. Installez-vous confortablement, c'est le sommaire. Au sommaire de Sport Business Squad qui démarre, actu. Le trophée de la Coupe du Monde de football féminin séjourne actuellement en Afrique. Le Cameroun a reçu le précieux sésame cette semaine. Quel impact marketing pour le pays des lions indomptables? Que vaut réellement cette cérémonie? Statistiques, on parle aujourd'hui des plus grands contrats commerciaux ayant permis à des stades d'engranger de l'argent. Comment fonctionne le naming à travers le monde? Vous en saurez plus dans le cadre de cette émission. Ça discute, un petit débat suscite la polémique au Cameroun. Roger Mila aimerait que le nouveau stade de Japoma soit baptisé en son nom. Quelle valeur symbolique pour le Cameroun? Serait-ce une perte commerciale? On en discute dans le cadre de Sport Business Squad. Focus, on parle aujourd'hui du snow volley, une discipline sportive en plein essor dans le monde et surtout en Afrique, ayant vu la participation du Cameroun au dernier World Tour. Que représente aujourd'hui le snow volley à travers le monde? On en parle avec Squeo Angelo, le New Event Director de la Fédération Internationale de Volleyball, qui sera en ligne avec nous dans le cadre d'une interview exclusive. On referme ce numéro par un grand quiz sur les contrats de naming à travers le monde. Installez-vous donc confortablement. Sport Business Squad, c'est maintenant. Parler sport business, il faut bien évidemment avoir autour de soi des gladiateurs en la matière. Eh bien, j'en ai deux. Aujourd'hui, je vais partager justement leur expertise avec vous. À ma gauche, il s'appelle Pierre Tatou. Il nous vient des États-Unis. Bien évidemment, après avoir monté sa boîte Tattoo Vibe Sport Entertainment, il a décidé de revenir au Cameroun pour partager justement son savoir-faire en matière de sport business. Et il est avec nous aujourd'hui. Salut Tatou, comment tu vas? Ça va bien France, ça va et toi? Ça va super, le ping c'est de la FIFA, ça veut dire que tu es parti carrément du football américain pour le soccer, c'est une bonne nouvelle. Écoute, nous sommes dans le sport en général, donc FIFA, NBA, NFL, MLS, nous sommes dans le sport. Tout à fait. Alors, juste à côté de toi, lui c'est Yannick Francis Deguet, il est le CEO de l'agence Six Sport Marketing Advertising, et bien évidemment il est également le directeur, je le présente désormais comme le directeur de publication de la revue Sport Business Inside, qui est donc l'une des premières, enfin sinon la première d'ailleurs, la première revue en Afrique en matière de sport business. Salut Yannick, comment tu vas? Salut France, salut Tatou, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ouais, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on te reçoit aujourd'hui. Tu n'es pas un mot de FIFA, mais ça promet quand même pour cette émission. Non, ça va. Bon, on n'a pas toujours la chance d'avoir des pings FIFA. Ou des pings CAF. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on les achète dans un marché. Peut-être il faut avoir des connexions dans ces institutions-là pour qu'on vous les donne. Ou bien alors il faut avoir quelque chose de particulier avec l'institution pour en recevoir. Bon, tout à fait. Je ne suis pas encore bientôt bon, alors, on entre bientôt. Puisqu'on parle de ces institutions, bah, bon dimanche des Rameaux, Yannick. Ouais. On est justement dimanche des Rameaux. Il faut dire que concernant justement ce dimanche, si on est dimanche aujourd'hui, c'est parce que vendredi, il y a eu le tirage au sort de la CAN 2019. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'était beau. Ouais, c'était une très belle fête. On a vu, l'Égypte nous a vendu la destination touristique, les pyramides et le savoir-faire. Je pense que c'était une très très belle fête et j'étais satisfait en fait. On a vu vraiment quand même quelque chose d'assez grandiose du point de vue événementiel, à l'image de ce que va nous afficher tout à l'heure Lodou du côté de la régie. L'Égypte a vraiment frappé fort. Oui, je pense que l'Égypte, c'est deux choses. D'abord, une grande histoire, une très vieille histoire d'ailleurs, avec les pyramides. Je ne pense pas qu'il y a deux pays qui ont des choses à démontrer que l'Égypte. Je pense que nous, chrétiens, encore, nous en savons encore beaucoup plus de la puissance de l'Égypte. Et avec toute cette histoire, je pense que symboliquement et historiquement, il n'y a pas deux pays au monde qui soient à la taille de l'Égypte. Maintenant, il faut ajouter à cela le poids
le poids, alors le poids touristique des pyramides. Maintenant, quelle idée d'aller organiser un événement comme celui-là en plein désert, au pied des pyramides. Il ne pouvait pas avoir meilleur décor. Il n'y a jamais eu meilleur et il n'y aura jamais meilleur. Et il n'y aura jamais meilleur décor que celui-là dans le monde. Maintenant, ajouter à cela toute la scénographie, tout le savoir-faire, des délégations qui sont venues, je ne pense pas que dans le monde, on ait eu 2 cérémonies de tirage au sort de la taille. Et avec toute la symbolique qu'il y avait dedans, je ne pense pas qu'on ait eu ou qu'on en aura même encore de meilleures que celle-là. Tout à fait, il faut dire quand même qu'au niveau de la logistique, les petits plans ont été mis dans les grands. Moi, j'ai déjà plusieurs fois eu la chance d'être de ce côté-là. Il est difficile de pouvoir se déplacer à travers des véhicules, donc ce qui fait en sorte que la grande majorité des invités qui ont pris part justement à cette cérémonie ont été transportés soit par cheval, soit par chameau, ou alors simplement par calèche. Ça veut dire que la logistique était vraiment lourde, Tatou. Qu'est-ce que tu gardes justement en termes de symbolique pour cet événement? Non, en fait, il faut retenir, c'est que l'Égypte est en train de montrer aux yeux de l'Afrique et du monde qu'elle est, enfin, qui sont un pays à la hauteur de l'événement qui arrive. Donc, aujourd'hui, ils ont allié tradition et modernité. Donc, ce qui est le fort de l'Égypte aussi, Yannick l'a si bien dit, au pied des pyramides, il n'y a pas meilleur endroit. Ouais. Et aujourd'hui, vous savez que ce qui revient pyramide, c'est beaucoup plus traditionnel. Ouais. Aller au pied des pyramides, visiter les pyramides, c'est vraiment dans l'esprit nomade et autres et tout ça. Mais tout après, maintenant, faire le spectacle à cet endroit-là, c'est allier tradition. Voilà. C'est vraiment allier tradition et modernité. Donc, je pense que la fête sera très belle dès juin et puis on y sera tous. Bah, on y sera forcément davantage. Toute l'équipe de Sport Business Squad, forcément, y sera d'une manière comme d'une autre. Et bien, un autre sujet d'actualité, justement, en marge de cette cérémonie de tirage au sort, et bien évidemment, on a appris que le Cameroun va organiser le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, donc une compétition réservée aux équipes évoluant dans des championnats locaux. Comment tu as accueilli cette nouvelle-là, Yannick? Au-delà de la bonne nouvelle, mais je pense que de plus en plus, on trouve un match. Un match, c'est pas incohérent ou cohérent. Je ne comprends plus rien. Parfois, à un moment, il avait expliqué qu'il n'y aurait plus, sous son mandat, il n'y aura aucune organisation sans appel à candidature ou sans manifestation d'intérêt. Bon, on est un peu surpris qu'après le glissement, on est revenu sur accord tacite. Bon, soit ça c'est la CAF, mais ce qui nous concerne au Cameroun, c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'on peut avoir un événement de cette envergure-là et le préparer qui peut être pour nous la grande répétition avant le grand oral. Donc, vu comme cela, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Et après, en matière d'infrastructure, je ne pense pas que le Cameroun ait matière à s'inquiéter. Il y a des infrastructures qui sont là. Il y a le vieux stade Amadou Ahidjo, il y a le stade renommé de la réunification, il y a le stade de Japoma qui est, même si je pense stratégiquement qu'il serait un peu maladroit de l'ouvrir. Lequel, le stade de Japoma? Le stade de Japoma, le stade Paul Biya, pour cette circonstance, ça va un peu dénaturer tout le charme que pourra avoir une CAN 2021 sous de nouveaux stades. Maintenant, il y a des sites qui sont déjà fonctionnels. Limbe par exemple, Bafoussam par exemple, Bafoussam peut encore avoir deux stades carrément avec Toket et Kwekong. Je ne suis pas sûr, moi je ne sais pas si à cette période-là Garoua sera prêt, mais j'imagine que le site de Roundé Adja pourra être prêt aussi pour cet événement. Bref, pour dire que nous sommes prêts au Cameroun, même si le CHAN était demain, je pense qu'il ne pourrait pas avoir matière à faire maintenant. Il faudrait simplement au niveau des autorités qu'on trouve du temps pour resserrer les choses, préparer une bonne organisation, une grande mobilisation populaire pour essayer de corriger ce qu'on avait reproché à la CAN qui était revenu au Maroc avec les stades vides et tout le reste. Je pense qu'il faut simplement qu'on travaille. Et pour chuter, je pense que c'est une bonne chose, une bonne nouvelle pour notre football professionnel. Je pense qu'au moins,
on a les bonnes raisons de commencer tôt pour avoir une équipe A' avec des matchs dans les jambes, capable de pouvoir défendre le Cameroun à domicile. À domicile, tout à fait. Et toi, Tatou, quand même, qu'on organise le CHAN, c'est bien pour le Cameroun. C'est vrai que Yannick a posé tout à l'heure un problème très fondamental. Le stade, si on organise le CHAN, pour l'instant, le stade qui est sûr d'être prêt, forcément, ce sera le stade de Japoma. Il faut dire qu'à Japoma, c'est 50 000 places. Soit il faudra loger la poule du Cameroun à Japoma, soit alors ce sera très compliqué parce que si la poule du Cameroun est logée à Yaoundé par exemple, à Douala, on risque d'avoir un Japoma totalement vide pendant toute la compétition. Comment est-ce qu'on peut juguler cette situation-là au niveau du management? Mais il faut comprendre que, et je crois que Yannick a aussi dit, il faut comprendre que ouvrir un stade comme celui de Japoma ou celui de Lembe, ce serait un gâchis. Ce serait un gâchis pour... Donc il faudra attendre encore 2 ans, par exemple, pour ouvrir ce stade-là. Pourquoi pas? Bon, après, maintenant, ça dépend. Maintenant, il faut dire que en 2016, on n'avait pas pensé que le Cameroun pourrait faire plein d'œufs au stade Omnisport pendant la Coupe d'Afrique féminine. Et encore que même à Limbe, malgré la crise qui battait déjà son plein, c'était pas nul, puisque le Nigeria, justement, stratégiquement, le Nigeria avait été logé dans cette poule-là parce qu'on savait que c'est une zone frontalière au Nigeria, mais également, il y a une grosse communauté nigériane qui vit de ce côté et ça a plutôt marché. Oui, il faut dire qu'à Douala, comme dans tous les autres pays, parties du pays, les gens aiment le football. Donc, je pense vraiment pas que si la logistique et les moyens sont mis en place pour pouvoir remplir les stades, on aura un problème. Bon, maintenant, il faut comprendre que le CHAN, c'est pas la CAN. Le CHAN, c'est pas des pros, c'est pas les footballeurs professionnels, les stars, les non connus et tout. Voilà. C'est un peu compliqué de vendre un spectacle comme celui-là quand on ne connaît pas forcément les joueurs. Tout à fait. Bon, maintenant, je pense que les décideurs feront ce qu'ils savent faire. Ils vont décider, mais après, si jamais on ouvre Douala, il faudrait mettre vraiment une équipe sur pied pour pouvoir travailler sur la communication et le marketing et surtout les opérations d'activation qui vont attirer les gens au stade. Bah super, on aura l'occasion d'en parler. D'ailleurs, je crois que concernant le CHAN, on fera pas mal d'émissions justement pour pouvoir préparer justement le Cameroun à accueillir cette compétition. Quel est l'impact économique? Comment est-ce qu'on peut mieux juguler cette situation-là? C'était juste un brushing de l'actualité. On reste dans l'actualité, bien évidemment. Il faut dire que le trophée de la Coupe du Monde de football féminin France 2019 était donc en terre camerounaise ce mardi 9 avril et a été transporté justement à travers la ville de Yaoundé. Et dans le cortège, justement, on avait une membre de la team Sport Business Squad qui a suivi de très près, justement, cette cérémonie et a fait pour nous le compte rendu. Elle s'appelle Yolène Etouké. Le football féminin sera l'événement du 21e siècle. Merci beaucoup. Ce sera l'événement du 21e siècle. Il n'en fallait pas plus à Seydou Mbombo Ndjoya pour traduire la détermination de la Fédération camerounaise de football à accompagner le football féminin vers les sommets. Ce mardi 9 avril, sous le regard attentif des hommes des médias, mais surtout de la délégation de la Fédération internationale de football association, venue présenter le trophée de la Coupe du monde de football féminin France 2019, en tournée dans les 24 pays qualifiés pour la compétition, le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mwele Kombi, a rappelé l'engagement du gouvernement à promouvoir la qualité de formation des footballeuses au Cameroun, ainsi que la qualité des infrastructures qui les accueillent. Au lendemain de la célébration par le Cameroun de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, il me plaît de dire combien notre pays est attaché aux valeurs nobles que promeut le sport en tant que vecteur de cohésion communautaire, facteur d'inclusion sociale et instrument de la fraternisation, de la concorde et de la convivialité entre les peuples. Pour cela que l'État soutient toutes les initiatives visant à la promotion du football afin de le rendre plus compétitif, plus attractif et plus accessible pour de nombreux jeunes Camerounais. Le ministre rappelle que le football est devenu un langage universel, porteur de sens, de consistance et de signification pour toutes les nations qui, dans le monde, l'ont valorisé comme un sport populaire, porteur de mobilisation sociale.
En plein chantier infrastructurel, le pays des Lions indomptables se place en bonne position pour tirer l'ensemble du système vers le haut. Et pour ce faire, il peut compter sur la popularité de ses sportives, à l'instar de Gaël Déborah Nganamouit, désigné par la FIFA comme égérie du trophée ici au Cameroun. Pour l'instant, ce plénière du football mondial, ce passage sur nos terres, n'est pas un arrêt de formalité. Sarah Booth, directrice des compétitions de football féminin à la FIFA, espère que cela servira à booster l'audience pendant la compétition, mais que cela incitera aussi les fans à acheter les billets pour les matchs, car jusqu'ici, la FIFA accuse un retard dans ses objectifs en ce qui concerne la vente des billets. Nous sommes très contentes et fiers que vos Lions se soient qualifiées une fois de plus pour la Coupe du Monde féminine. Nous espérons qu'elles feront une très grande performance cette année et inspireront plusieurs jeunes filles camerounaises. Nous espérons que vous serez de tout cœur avec elles. Il n'y a pas de meilleur moyen de promouvoir l'autonomisation de la femme dans le football que lors des compétitions comme la Coupe du Monde féminine. On sait que la compétition apporte le développement. Le monde entier sera captivé par la technique, l'athlétisme et la passion que ces joueuses de foot montreront sur le terrain. Nous pensons que la Coupe du Monde féminine 2019 en France sera la plus belle, la plus grande, pas seulement pour les joueuses, mais aussi pour les fans, qu'ils soient devant leur télé, sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux, en suivant les matchs. Nous avons pour ambition d'avoir plus d'1 million de spectateurs au match et plus d'1 milliard de téléspectateurs. On a des cibles précises et des grandes ambitions. Mais aujourd'hui, on réalise que 700 000 tickets ont été vendus, donc nous sommes en retard sur nos plans. Une étape importante du compte à rebours de la Coupe du Monde est la tournée du trophée et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous souhaitons bonne chance à vos joueuses en France. Nous espérons que vous avez profité de l'occasion. Nous sommes contents que le Cameroun, le ministère des Sports, le Premier ministre, le président de la FECAFOOT soient de grands supporters du football féminin. Je ressens la fierté de savoir que votre pays, votre gouvernement, votre fédération vous supporte tellement. Merci. Autre fait marquant de cette phase de discours, celui de Gilles Thibault, l'ambassadeur de France au Cameroun, qui en a profité pour mettre en amont les ressources infrastructurelles du pays hôte de la compétition. Je vous souhaite le meilleur et puis de profiter de cette découverte de foot féminin, mais aussi de cette découverte de la France, parce que les stades Le Havre, Grenoble, Lyon, Montpellier, Reims, Paris et j'en vont donner encore une fois un formidable panorama et image de la France. Dernière étape de cette journée, l'exposition du trophée au stade de Ngoïkele pour un moment de communion avec le public, car celui-ci en lui-même est une composante du spectacle sportif. Sur la pelouse du stade, plus de 200 jeunes filles dont l'âge varie entre 8 et 14 ans, issues de plus de 20 centres de formation, seulement à Yaoundé, donnent à voir un aperçu de leur talent devant la délégation de la FIFA. Depuis quelques années, le nombre de centres de formation de football chez les filles a considérablement augmenté au Cameroun. La médiatisation et la liesse populaire derrière les Lions indomptables encouragent les parents à accompagner leurs enfants qui caressent le rêve de devenir elles aussi des étoiles du football féminin. La mise sur pied l'année prochaine d'un championnat de football féminin, équivalent au championnat Elite One chez les hommes, est la preuve de la détermination du gouvernement et des acteurs de cette discipline à promouvoir et développer davantage le football féminin en Afrique pour qu'il connaisse enfin sa consécration. Voilà, je crois que vous êtes davantage édifié sur la question justement du Tour Trophy de la Coupe du Monde de football féminin 2019 en Afrique, notamment au Cameroun, avec justement cet élément de Yulen Etouké. Et moi les gars, la première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui peut justifier un tel événement?
C'est normal en fait, parce que si vous êtes qualifié pour une compétition comme celle-là, il faudrait qu'on vienne vous, je ne vais pas dire languer, vous faire languer, mais vous faire miroiter le trophée, vous faire découvrir à quoi ça ressemble, et peut-être susciter l'envie de le remporter chez vous, et chez vos fans aussi, parce que vous savez, c'est une compétition qui essaye de gagner du marché, qui essaie de gagner en visibilité. Donc, ramener le trophée au Cameroun, c'est ça aussi, montrer aux Camerounais que tiens, l'Afrique, c'est facile à quoi ressemble le trophée, la FIFA pense à vous, suivez la compétition, parce que voilà, le Cameroun va participer et tout. Donc, je pense que il y a ça aussi. Bon, après, il y a le volet marketing, il y a le volet vente de billets, il y a le volet touristique. Donc, bref. Ce serait, je pense à mon avis, c'est ça l'objectif principal quand on organise une tournée comme celle-là. Tout à fait. Alors Yannick, de ton côté, on a aperçu justement lors de ce Trophy Tour la présence quand même d'une grande joueuse de football camerounais, de football féminin tout au moins. Elle s'appelle Gaëlle Nganamouit. Elle est donc la brand ambassador de ce tour au Cameroun. Et donc, qu'est-ce qui peut justifier le choix de Gaëlle pour un événement comme celui-là? Gaëlle, aujourd'hui, je pense que incontestablement, c'est la superstar de l'Indonésie. Peut-être pas la meilleure joueuse au sens sportif du terme, mais son aura, son pouvoir de diffusion hors du stade est assez énorme et elle suscite beaucoup d'admiration auprès de la jeune génération. Depuis ses exploits à la Coupe du Monde au Canada, je pense qu'elle assume fièrement un rôle de méga star au sein de Lyon. Et je pense également, peut-être à côté des joueuses comme Gaëlle, Aboudi Ongene, Gaëlle reste l'une des joueurs avec une très grande notoriété au sein du public camerounais. La FIFA travaille avec ces éléments-là maintenant. L'associer à l'image, à l'événement, comme le tour du trophée est une grande chose, une très bonne chose d'un point de vue marketing, dans ce sens que non seulement elle permet au public de s'intéresser à l'événement qui sera organisé en mois de juin. En même temps, l'autre idée est celle de vendre le rêve auprès des jeunes filles qui pourraient voir en elles une certaine héroïne. Donc, du coup, après, l'autre message symbolique, c'est que Gaëlle est l'une des joueuses au Cameroun à avoir un centre de formation dédié, dédié au football féminin entièrement. Donc, du coup, il y a une cohérence. Enfant des rails. Oui, et voilà. Fondation Enfant des rails. Bon, c'est ceux qui sont des Yaoundé savent exactement à quoi renvoient les rails. Donc, du coup, je pense que de ce point de vue-là, elle incarne à elle seule une réussite sociale, une admiration au sein de la jeunesse. Et après, ses initiatives aussi dans le sens de la promotion du football féminin au Cameroun. Je pense que la FIFA a vu juste, il y a véritablement une cohérence dans le choix de Gaëlle. Alors, Tatou, quand tu la big info, justement, qu'on a pu avoir au terme de ce Trophy Tour au Cameroun, eh bien, c'est l'annonce par les autorités compétentes d'un championnat professionnel de football féminin. À quoi cela peut-il renvoyer? Ben, je pense que on a vu là, pendant cette tournée, on a vu Madame Céline Eco. Je pense que faire cette annonce-là à ce moment-ci, c'est aussi parce que voilà, la FIFA a décidé d'accompagner les fédérations par rapport au développement du football féminin et du football jeune. Donc aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des jeunes filles qui s'intéressent au football. Tout à fait. Nous avons pu voir pendant la tournée du coach Ndoko qui... en Chine? Non. C'était en Afrique du Sud ou Ah ok, lors du COSAFA. Donc on a vu qu'il y avait de la relève, il y avait et aujourd'hui dans le championnat
féminin, on voit quand même des beaux matchs. J'ai vu un match canon Il y a un clair de ça qui, comme on le dit actuellement, est en train d'illuminer pratiquement ce championnat. Un club que personne jusque-là ne connaissait. Par contre, qui a joué la finale de la Coupe du Cameroun et aujourd'hui qui est pratiquement qui marche sur toutes les équipes. Elle marche sur FAP, elle marche sur l'équipe de Louvre Minprof. Il y a peut-être de la ressource. Non, il y a de la ressource, Et aujourd'hui, ça se démontre parce que quand vous regardez, par exemple, Enfant de High, qui est couru. Tout à fait. J'ai assisté à une séance de détection là-bas. Il y avait pas mal d'enfants qui essayaient de rejoindre l'académie de Galenganamouit. Et il n'est que normal de commencer à penser au volet professionnel, sorti parce qu'il faut dire qu'en amateur, il n'y a pas de salaire, en amateur, il n'y a pas un certain nombre d'accompagnement. Donc, si on pense professionnel, je pense que ces joueuses commenceront vraiment à gagner leur vie. Et puis, ce serait que bénéfique pour le Cameroun. Ce serait sans doute bénéfique pour le Cameroun. Et pour qu'elles puissent jouer, il faudrait déjà qu'ils puissent avoir des stades. Et s'il y a des stades, il faut que ces stades-là soient rentables. Eh bien, c'est la statistique de la semaine. Alors, on va parler justement de la statistique de la semaine, simplement pour parler d'un phénomène marketing qui fait aujourd'hui, entre guillemets, les beaux jours du sport business à travers le monde. Il s'agit du naming, c'est-à-dire que la technique commerciale qui consiste simplement à donner le nom d'un stade à une marque. Et cela permet généralement au stade d'engranger un peu d'argent et bien évidemment de pouvoir viabiliser l'infrastructure. Alors aujourd'hui, on va parler justement de ce tableau que va nous afficher du côté de la régie Ledoux. Et donc, il s'agit d'un tableau faisant le classement mondial, ou du moins le classement européen des plus grands contrats de naming réalisés actuellement en Europe notamment. Et le premier stade, justement, il s'agit de l'Allianz Arena. Plus de 60 000 places. On parle d'un contrat de 6 millions d'euros chaque année jusqu'en 2021. Yannick, qu'est-ce que cela à quoi cela peut-il renvoyer? Juste peut-être repositionner la notoriété du club Bayern de Munich et la ville de Munich. Donc du coup, il y a cet objectif-là maintenant. Après, on est vraiment dans le cadre d'un co-branding. Il y a d'un côté une grande marque qui fait dans l'assurance, à savoir Allianz. Tout à fait. Le naming est motivé parfois, peut-être ce qu'il faut expliquer, c'est que les marques recherchent parfois un plan média à l'échelle du monde. Et on va s'afficher naturellement avec des supports qui peuvent avoir un pouvoir de diffusion, une fanbase répandue à travers le monde, qui peuvent avoir une attractivité du point de vue médiatique. Dans ce sens, il y a une grande histoire sur laquelle la marque va surfer, celle du Bayern de Munich, qui est l'un des clubs centenaires, avec une très grande histoire en Allemagne et une très grande réputation en Europe. Maintenant, c'est que l'Allianz Arena, c'est le stade où on reçoit tous les dimanches, tous les jours, une semaine sur deux en Ligue des Champions. Il y a un grand pouvoir de diffusion énorme à chaque fois que les journalistes vont couvrir le match du Bayern, qui est parmi les meilleurs clubs du monde. Donc, du coup, naturellement, on est sûr que 8 fois au moins à la saison, on aura une grande affiche qui peut intéresser l'Afrique, l'Asie, la Chine et tous les pays du monde. Donc dans ce sens, ça permet naturellement aussi à la marque de pouvoir développer son audience et de booster par la suite sa clientèle. Donc je pense que c'est la logique derrière toute opération de naming de cette envergure. Tout à fait. Alors Tato, à la deuxième position, on a l'Emirates Stadium, qui est donc le stade où évolue l'équipe d'Arsenal. Attention, 5 millions d'euros par an, et ce jusqu'en 2021 également. Comment est-ce que tu apprécies justement ce contrat de naming? Oui, en fait, c'est Yannick, il a dit l'essentiel, c'est se positionner, c'est de parler de deux marques qui ont une histoire, deux marques qui ont un label à vendre, deux marques qui sont brandées. Donc aujourd'hui, à l'Emirates Stadium, quand Arsenal joue, c'est quand même le plein d'œufs.
Après, il y a... La petite particularité dans ce cas, c'est qu'il s'agit beaucoup plus d'un territorial marketing. C'est-à-dire que c'est plus les Émirats Arabes Unis qui veulent se vendre à travers le football, ce qui quand même est assez innovant, même si ça date quand même déjà d'un certain nombre d'années. Ouais, le naming, c'est le naming, que ce soit une institution, que ce soit une personne, que ce soit un pays. Le naming, ça reste le naming. Maintenant, après, il faut comprendre que à la base, on va pas ça disait nommer, c'est exister. Alors, si on va poser son nom quelque part, c'est parce qu'on a des objectifs. Et je pense qu'aujourd'hui, on connaît que le monde arabe essaie de se vendre le mieux possible à travers le football. On a vu aujourd'hui, les Qataris sont au Paris Saint-Germain, c'est vendre la destination de Qatar, c'est la destination de Doha. On a vu pas mal d'entreprises, pas mal de pays aujourd'hui essayer de faire ce qu'on a même vu déjà. Le Rwanda même faire de la publicité sur Visit Rwanda sur le même maillot d'Arsenal. C'est vendre, c'est peut-être pas encore le gros statut du naming, mais c'est déjà cette activation d'une destination touristique à travers le football. Et c'est aussi à ça que sert le naming. Quand un pays va, ou alors un pays va pouvoir poser son nom sur une structure comme le stade d'Arsenal. Donc ce n'est que bénéfique pour les deux parties. Tout à fait. Maintenant, après, il faut dire que le naming a ses limites aussi. Donc, tout à fait. Et à la troisième position, justement, on dégringole carrément à 1 250 000 euros avec justement ce contrat signé entre Turk Telecom et bien évidemment le club Galatasaray pour le naming du stade qui est devenu le Turk Telecom Arena. Qu'est-ce qui peut justifier, sachant que la Turquie n'est pas quand même une foudre de guerre quand on classe les 5 grands championnats aujourd'hui, qu'est-ce qui peut justifier l'intérêt pour Turk Telecom de pouvoir justement aller sur une somme, à mon sens, aussi mirobolante? Je pense que à la différence des deux premiers namings, surtout le premier, qui est beaucoup plus commercial, en positionnement. Non. D'ailleurs, l'esprit derrière, c'est que tous ces types de namings ont un objectif commercial. Tout à fait. La particularité de la Turquie et du stade de Galatasaray, c'est que d'abord il y a la Turquie veut se diffuser, il y a la marque qui n'est pas aussi puissante d'un point de vue commercial comme Alliance par exemple, mais là on est plus dans un cadre de territorial marketing. Je pense que l'idée derrière c'est d'abord de positionner la marque de téléphonie mobile dans son propre territoire qui est la Turquie, et maintenant proposer surfer sur le pouvoir de diffusion de Galatasaray qui depuis des années aussi joue la Ligue des Champions, à la limite l'Europa League, mis à part que le championnat de Turquie commence aussi à se faire son chemin sur le territoire marketing avec des droits d'ailleurs qui sont diffusés en Afrique. Je pense qu'il y a certains diffuseurs déjà français pour la plupart diffusent le championnat de Turquie au Cameroun naturellement et dans d'autres territoires sur l'Afrique francophone. Donc je pense qu'il y a toujours derrière, peu importe le cas, soit un objectif de territorial marketing d'abord sur le plan national. Après il faudra aussi que la marque et le territoire puissent se développer à l'international. L'objectif n'est pas forcément de vendre ou de vendre, mais tout au moins aussi d'attirer en soi. Attirer en soi, c'est-à-dire attirer les capitaux et les hommes. Donc il y a de toute façon toujours une cohérence. C'est parce que si on fait une comparaison avec des marques, Alliance Arena, c'est pas Turkish Telecom. Donc du coup, ils sont peut-être pas sur le même territoire commercial, ils n'ont pas peut-être les mêmes cibles, peut-être les mêmes cibles, mais pas peut-être le même rayon ou le même sens de diffusion. Tout à fait. Mais quand même, il faudrait utiliser les mêmes méthodes pour avoir une domination, soit sur le plan national. Après, c'est la Turquie qui est diffusée à travers le monde et à travers ce sponsoring. Alors, il faut dire que ce que nous apprend justement cette étude de manière globale, c'est que contrairement quand même à ce qu'on a l'impression d'avoir, les 5 grands championnats ne sont pas toujours sollicités en matière de naming. On a par exemple là le cas du Liberty Stadium, qui est donc un stade qui a donc été renommé du côté du Pays de Galles, même s'il faut rappeler quand même que le Pays de Galles participe à la Première Ligue en Angleterre. On a des contrats comme Swedbank Arena qui a donc été renommé à près d'1 043 000 euros du côté de la Suède, qui n'est pas également une foudre de guerre. On se rend quand même compte, il y a par exemple l'absence dans le top 10 d'un stade italien par exemple
Qu'est-ce qui peut justifier ça? Après, il y a quelque chose qu'il faut essayer de comparer. C'est pas tant le pouvoir du championnat qui fait le naming. Le pouvoir médiatique. Le pouvoir médiatique, oui. Le pouvoir médiatique, ça doit sur quelque chose de concret. Ça peut être sur le plan régional en prenant le meilleur club, comme d'ailleurs on en avait fait écho ici quand on parlait justement des contrats de sponsoring avec Accor, naturellement avec l'intervention de Vincent Chaudel qui disait qu'il y a des savoir-faire partout, mais il faudrait que les clubs de la localité s'en fassent l'écho. Je pense que c'est aussi la logique des contrats, des naming impliquant les marques qui résident dans ce même territoire. Par exemple, on a parlé du cas de Turkish Telecom. Maintenant, on est, tu parles de la Banque de Suède. Suède Bank Arena. Oui, donc le tout n'est pas que le championnat soit diffusé, mais le tout est que le naming se porte sur quelque chose qui a un pouvoir de diffusion. Parce qu'il y a aussi, il faut comprendre que pour certains pays, il y a des marques, il y a des personnes, il y a des réputations qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus diffusées que la marque pays elle-même. Par exemple, si on parle des pays de Galles, on connaît le pays de Galles, c'est d'autres choses. Mais je pense que si on veut diffuser le pays de Galles, on parlera par exemple des clubs comme les Glasgow. Glasgow Rangers. Même s'il faut dire que dans le cas du naming de la Liberty Arena, c'est le club Osprey qui évolue de ce côté-là. Voilà, donc il y a tout ça. Donc on surfe un peu sur des modèles comme ça. C'est pas peut-être les mêmes objectifs, mais l'idée derrière est la même. Ouais. Alors, quand tu parlais tout à l'heure des pays légaux, tu voulais plutôt parler de Cardiff, parce que Glasgow, c'est du côté de l'Écosse. Alors nous, on fait quoi? On reste en France. On va rester en France. On va parler de la France. C'est vrai qu'on aurait évoqué également quelques contrats de naming en France, notamment la MMA Arena ou la Matmut Arena. On reviendra peut-être dessus. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit flashback pour revenir en arrière. Et là, on est à Lille, en France, bien évidemment, je le disais. Il y a 6 ans, il y a un débat justement qui a défrayé la chronique lors de l'inauguration du grand stade de Lille. Il était question de se demander, est-ce que ce stade devait porter un nom commercial ou simplement porter un nom plus symbolique? Eh bien, la ville... La mairie de Lille a décidé d'aller sur la base d'un nom symbolique et le grand stade de Lille désormais s'appelle le stade Pierre-Mauroy. Qu'est-ce qui a pu justifier cela? On fait déjà le flashback et puis on revient sur le plateau pour en discuter. Vendredi, le grand stade portera le nom de Pierre-Mauroy. L'option du naming a donc été écartée. Un concept anglo-saxon qui permet à ce type d'infrastructure de porter le nom d'une marque, d'une enseigne, en échange d'importantes subventions. Pour certains, le choix d'un nom public équivaut à passer à côté de 100 millions d'euros de subventions sur 31 ans. Mais pour Michel de Messine, l'adjointe au sport, il n'y a pas de regret à avoir. C'est pas une question qu'on pouvait se poser avant. Nous étions quand même très branchés sur le naming, même si on rencontrait des difficultés en raison de la crise économique où les entreprises ne veulent pas s'engager à long terme en ce moment. Et puis, évidemment, le décès de Pierre-Mauroy, c'est l'émotion dans toute la région, même au niveau national. C'est une page d'histoire qui se tourne, mais dont on veut garder le souvenir, les traces et les traces aussi de ce qu'il a représenté. Et il y a une évidence qui est venue, qui n'est pas seulement venue d'ici, qui venait aussi de la population. Voilà, si on évoque justement le cas du stade de Lille, c'est parce qu'au Cameroun, eh bien, on a eu pratiquement le même débat. Aussi bizarre que cela puisse paraître, 6 ans après, on a eu un débat qui a été suscité par qui de mieux que le footballeur africain du siècle, Roger Mila, qui souhaite simplement que le stade de Japoma soit renommé en son nom. Et la question que je m'en vais vous poser, les gars, naming, un choix symbolique ou un choix commercial? Enfin, dans le cas du stade de Japoma, à Douala notamment. Le premier constat qu'il faut faire, c'est que le thème Japoma, si je tape dans le dictionnaire, ça ne renvoie à rien, à part une petite périphérie de la ville de Douala, voilà, donc, qui est encore une broussaille il y a quelques temps. Mais si je tape Albert Roger Mila dans le dictionnaire, je vais voir... pas mal de références. Voilà, c'est l'histoire. Vous avez par exemple tout à l'heure, c'est quand même le footballeur africain du siècle. Tout à fait. Donc pour moi, ce serait pas
poserait pas un problème de nommer le stade Roger Milla. Il le mérite. Il le mérite. Il a fait beaucoup de choses pour le Cameroun, beaucoup de choses pour l'Afrique. Et n'oublions pas que c'est grâce à Roger Milla et à ses compétences que l'Afrique a eu à un moment donné droit à plus de place en Coupe du Monde. Tout à fait. Donc, de manière symbolique, c'est entre guillemets un dieu vivant. Ouais. Bon, maintenant, est-ce qu'il faudrait attendre qu'il décède pour pouvoir lui rendre cet honneur-là? Je ne pense pas. C'est le moment, c'est son village. Et je pense que ce serait une très bonne chose. Mais maintenant, je dis toujours, tout à l'heure, on parlait du naming. Le naming a ses limites. En crise économique, la compagnie peut faire faillite. Et on se retrouve en moins de 2 ans à changer de nom encore. Tout à fait. Donc, et puis après, mais symboliquement, si c'est Japoma, et puis après, il y a un management vraiment rigoureux et sur pied. Parce qu'après, il faut dire que le stade, c'est pas le nom qui fait gagner le stade. C'est aussi la gestion du stade. C'est la création de contenu. C'est le trafic que génère le stade. Donc après, si on peut nommer, je sais pas, HTV Stadium, Arena, et qu'après, il n'y a pas d'événement là-bas, tant pis. Mais si on peut nommer Roger Milla et qu'il y a des événements, tant mieux. Donc le stade pourra rentabiliser en termes d'effectifs, en termes d'argent. Donc ce serait bien. Mais symboliquement, ça deviendra un musée en fait pour Albert Roger Milla, et je pense qu'il le mérite. Alors Yannick, est-ce que Guinness Arena ou je sais pas moi, Orange Telecom Arena ou whatever you want Arena ne conviendrait pas mieux que Roger Milla, si l'idée ici est de pouvoir engranger quand même commercialement quelque chose qui nous permettrait de pouvoir amortir la maintenance de ce stade-là? Il y a une chose que d'avoir des objectifs commerciaux, mais il y a une autre, c'est de savoir si on peut lever des fonds nécessaires pour des opérations comme vous. Le problème de fonds aujourd'hui en matière d'infrastructure en Afrique, c'est celui de la viabilité. Parfois, maintenir un stade de 50 000 places, 60 000 places devient budgétivore pour un État qui a d'autres types d'exigences. Ça l'est d'ailleurs. Par exemple, s'il faut revenir au Cameroun, nous savons tout ce que nous avons comme challenge ici sur place. Bon, maintenant, y ajouter la maintenance d'un stade aux frais de l'État, aux frais du contribuable. Si tout cela a un objectif derrière, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis pas contre un naming. Mais je pense que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le naming se repose sur quelque chose de précis. Le naming colle sur une histoire, sur une projection, sur certaines données qui peuvent être soit spéculatives, soit réelles si on veut. Maintenant, pour le cas spécifique de Japoma, c'est un stade nouveau qui ne surfe sur aucune histoire. Ça, il faut le mentionner. Ça aurait été un stade construit pour Union de Douala, que ça aurait eu une valeur marchande, dans la mesure où le stade pouvait surfer sur la notoriété et sur le pouvoir de diffusion d'Union de Douala, à condition qu'Union de Douala défendent une audience, une présence médiatique assez énorme et une sollicitation des médias internationaux pour que justement cela cadre avec les objectifs commerciaux d'une marque qui a soit une réputation internationale, soit qui a une ambition tout au moins à l'échelle de la zone CEMAC. Dans ce sens, on ne va travailler qu'avec des compagnies qui peuvent défendre un chiffre d'affaires au minimum à 100 ou 150 milliards en francs CFA pour pouvoir prendre des centaines de millions pour aller dépenser dans le naming. Maintenant, si on fait d'abord la somme des budgets de publicité hors naming, allons voir ce que les marques au Cameroun dépensent déjà. Maintenant, moi je pense que dans une stratégie à long terme, on peut partir d'abord surfer sur l'histoire et le pouvoir de diffusion d'Albert Roger Milla pour prétendre avoir un naming beaucoup plus intéressant avec un objectif commercial derrière. Donc, moi je pense qu'il y a tout ce qu'il faut chercher, c'est un équilibre. Autant je suis d'avis qu'à un moment on doit célébrer les footballeurs. Il faut dire justement à cet effet que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de stades de plus de 40 000 places qui portent le nom d'un footballeur. À part la Johan Cruyff Arena du côté d'Amsterdam, il n'y a plus rien carrément dans le monde. Pelé, Maradona et consorts, ils n'ont jamais eu cette oui, je l'ai expliqué. L'objectif des naming
commercial résout un problème économique. Tout à fait. Est-ce qu'ailleurs le problème économique se pose? Je ne pense pas que la Bombonera ou bien le stade de Maracana, ils sont déjà en un des musées, comme les pyramides d'Égypte. Ils sont aussi diffusés. Je pense que le stade Maracana, quand on parle du football et qu'on met le mot stade, c'est la référence. Donc, autant les pyramides représentent pour l'Égypte un musée, une histoire. Je pense que Maracana aussi représente pour l'Argentine une grande histoire. Donc, dans ce sens, Maracana peut être autant diffusé, peut-être mieux diffusé que Maradona. Donc, dans ce sens, il n'y a pas une réelle envie de co-branding à ce niveau-là. Maintenant, pour le cas spécifique du Cameroun, moi je le dis, en Afrique d'ailleurs, il faut comprendre, il faut l'expliquer aux gens, le naming surf sur une tradition, sur une réputation. Il y a eu des gâchis, il y a eu des namings qui n'ont pas marché au Cameroun. Je pense par exemple à MTN Arena du côté de Mbouda, qui est en décrépitude. Donc je pense que... Non, qui n'est pas en décrépitude, qui est en réflexion justement dans le cadre des chantiers de la CAN 2021. Et le stade va être livré dans les toutes prochaines semaines. Je pense que l'objectif de MTN n'était pas que le stade soit refait sur le prétexte CAN. Donc de ce point de vue-là, c'est un échec. Parce que je l'ai dit, le naming recherche quelque chose, financer la viabilité d'une infrastructure. Dès lors que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Maintenant, moi, je pense que, et d'ailleurs, Sport Music Inside, pour l'annoncer aux téléspectateurs, on va revenir dessus avec une interview de Michel Desbord, qu'on a interrogé justement sur les questions des naming en Afrique. Donc, je pense que l'occasion est vraiment aujourd'hui de poser ce débat, surtout que le Cameroun aura pas 2, 3, 4, 5 stades de taille internationale. Stades aux normes internationales. Donc un peu au-dessus des 35 000 places. Tout à fait. Alors, on espère justement avoir Michel Desbord, qui, il faut le dire, est un maître de conférence. Il est auteur de plusieurs livres, une bonne dizaine de livres écrits en plus de 3 langues. C'est quelqu'un qui est considéré aujourd'hui en France comme le pape du marketing, du sport et même du sport business. On espère l'avoir très bientôt dans le cadre de Sport Business Squad. Les gars, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la neige. C'est pas chaque jour qu'on le voit en Afrique, mais allons dans la neige. Je le disais tout à l'heure avant la transition, c'est pas chaque jour que lors d'une émission de sport en Afrique qu'on parle de neige. Eh bien oui, il faut dire qu'on va parler dans le cadre de cette émission du snow volley. Il faut rappeler que le snow volley est donc une compétition de volleyball qui se joue sur la neige. 3 joueurs, contrairement au beach volley où on a 2 joueurs. Du côté du snow volley, ce sont ces 3 joueurs qui sont justement considérés comme les entrants. Eh bien, devinez quoi? Le Cameroun a pris part au premier World Tour de snow volley. Ça a été un peu pris au Cameroun au début comme irréaliste, mais effectivement, le Cameroun a participé à cette compétition. Et bien, pour en discuter, on va du côté de Lausanne en Suisse, où nous attend l'Italien Squeo Angelo, qui est déjà connecté, me semble-t-il, d'après ce qu'on me dit du côté de la régie. Eh bien, on va évoquer avec lui justement les questions relatives au développement du volleyball en Afrique. Il faut dire qu'il est New Event Director du côté de la Fédération internationale de volleyball. Il est déjà connecté. Salut Squeo. La première question qu'on aimerait te poser dans le cadre de cette émission est celle de savoir quelle est la vision de la Fédération internationale de volleyball vis-à-vis de l'Afrique. À la première question, je réponds que pour la Fédération internationale de volleyball, l'Afrique a une importance stratégique énorme. Premièrement, il y a 53 pays affiliés avec notre fédération nationale en Afrique et sont très actives. Et secondairement, le volleyball est parfait dans toutes ses formes, est parfaite pour l'Afrique parce que c'est soutenable et facile de mettre ensemble 6 joueurs ou 6 joueuses par terrain de jeu ou 2 contre 2 dans les beach et maintenant dans les snowball 3 contre 3 et participer à notre manifestation même dehors de l'Afrique. En fait, la troisième chose importante à dire est que la Fédération internationale de volleyball ouvre toujours sa place à l'Afrique et à tous les continents
On a 5 continents affiliés et toutes les fédérations sont 222 dans le monde entier, parce qu'ils puissent avoir la chance de participer à les Jeux Olympiques chaque 4 ans, ou participer à les championnats du monde chaque 2 ans, ou à un autre circuit mondial de la World Tour. Alors il y a toujours une quota pour l'Afrique et les pays peuvent participer, même rêver d'aller aux Jeux Olympiques avec notre compétition. Ça c'est pour respecter l'universalité, que c'est très important dans les mouvements olympiques. La dernière chose à dire est que la Fédération internationale de volleyball a aussi des programmes de développement pour les coachs, par exemple, des séminaires en Afrique, ou une plateforme e-learning où tout le monde peut accéder et se sont enregistrés avec la Fédération nationale en Afrique, pour les arbitres, pour les coachs, pour les joueurs, pour apprendre les jeux de volleyball dans tous ces aspects. Alors ça c'est très important aussi. Et dernièrement, dans les derniers 2 Jeux Olympiques, on a conçu une compétition qui s'appelle Continental Cup, où l'Afrique a participé à travers la Confédération africaine, et ils ont participé la majorité des pays pour les rêves d'aller aux Jeux Olympiques. Et ça, c'est une compétition qui dure 2 ans et se déroule dans plusieurs pays jusqu'à avoir une gagnante pour les hommes et femmes qui vont tous les fois à les Jeux Olympiques. Et ça s'est passé pour Londres 2012 et pour Rio de Janeiro 2016. Alors, Square, la deuxième question que je m'en vais te poser est celle de savoir qu'est-ce qui peut expliquer justement le développement de certaines disciplines affinitaires, à l'instar justement du beach volley ou encore du snow volley, qui est donc ce sport-là qui se pratique sur la neige. Pour répondre à votre seconde question, la Fédération internationale de volleyball cherche de populariser le sport du volleyball à travers différentes formes. Par exemple, on a lancé le snow volleyball dernièrement, volleyball sur la neige 3 contre 3, ou le beach volley déjà 30 ans avant, et on a été inclus dans les Jeux Olympiques à Atlanta en 1996. Et maintenant, c'est 6 Jeux Olympiques et le beach volley a un succès énorme. Et c'est une des premières disciplines sport avec le volleyball dans les Jeux Olympiques. Et pourquoi avoir toutes ces disciplines? Et parce qu'on aimerait donner l'opportunité à tout le monde de jouer n'importe où et n'importe quand. Par exemple, on aimerait avoir dans n'importe quelle latitude le volleyball, n'importe quelle période de l'année, et n'importe aussi avec la forme de jeu, parce qu'on joue avec différents joueurs et joueuses, pour donner aussi une identité différente à chaque discipline. Ça, c'est une opportunité pour tout le monde. Vous pouvez penser à les plages qu'il y a en Afrique, milliers et milliers de kilomètres de plages avec les sables, et vous pouvez comparer ça à une gym qui coûte beaucoup plus et qui n'est pas accessible parce qu'il y a beaucoup d'autres sports comme le basketball, le handball. Il faut la partager, il faut les payer pour gracieusement offert dans notre nature avec des panoramas magnifiques, des scénarios magnifiques, et on peut jouer librement de chaque 30 mètres. On peut avoir un gym, on peut avoir un terrain de jeu où beaucoup de gens peuvent s'amuser à jouer et aussi à compéter, à avoir des compétitions officielles et un jour gagner des médailles à niveau international. Avec les talents que vous avez en Afrique, ça c'est possible et faisable. Alors, Square, j'évoquais tout à l'heure la participation d'une équipe africaine lors d'un tournoi de sports divers. C'est très très rare. Moi, la question que je m'en vais te poser est celle de savoir comment tu apprécies justement la participation du Cameroun lors de ce Snow Volley World Tour. Concernant votre dernière question sur le Cameroun et sa participation, en nom de la Fédération internationale de volleyball, on est très fiers
de la participation du Cameroun à les derniers 2 tournois de la Fédération internationale des snow volley. C'est les World Tour pour la première fois. On a institué un tournoi international mondial en Autriche et en Italie dans les dernières semaines. Le Cameroun, je dois dire, avant de tout, a eu le courage de participer parce que c'est pas facile aller dans les montagnes, à jouer sous la neige quand les joueurs sont pas habitués à ça. Alors, chapeau à le président de la Fédération camerounaise de volleyball qui a pris cette opportunité immédiatement. Et la seconde chose, je dois dire que l'équipe a bien participé et a vu des résultats que tout le monde n'attendait pas. Parce que, encore une fois, jouer sous la neige est différent que jouer en salle. Ça sont joueurs de salle, les joueurs camerounais. Ils n'ont pas la même expérience dans le beach volley, mais ils ont pris le défi et ils se sont bien adaptés parce qu'on l'a invité 3 jours avant la première compétition en Autriche. Ils se sont entraînés comme des vrais professionnels, très sérieusement. Ils se sont bientôt adaptés et ils sont arrivés presque à gagner avec les États-Unis et avec des autres équipes très compétitives. Ils ont gagné contre l'Italie. Et ça, c'était la première équipe de l'Italie qui participait avec 2-3 autres équipes en Autriche. Et ils ont gagné les 5e places en Autriche. En Italie, la météo n'était pas bonne la semaine suivante et c'était froid, il y avait beaucoup de vent et je peux comprendre que les performances n'étaient pas comme en Autriche, mais quand même se sont défendus très bien, l'équipe camerounaise a joué très bien et s'est battue jusqu'à la fin. Alors vraiment félicitations pour le Cameroun et j'espère qu'on les verra encore participer dans les snow volley parce que notre intention est de ne pas créer une petite élite de sport invernal où les gens peuvent jouer seulement dans certains pays où il y a les montagnes. Mais à travers les snow volley, on veut avoir plusieurs pays, même qui n'a pas les montagnes nécessairement, comme le Cameroun, on n'a pas la neige, mais qui peut gagner des médailles. Et on aimerait inspirer aussi les Jeux olympiques invernales avec cette idée, parce qu'avec ça, on peut peut-être avoir beaucoup plus de pays qui participent à les Jeux d'hiver plutôt que les pays seulement qui ont des montagnes qui sont très peu dans le monde entier. Alors, le Cameroun et l'Afrique du Sud avec les femmes et le Cameroun avec les hommes, ils ont aidé la Fédération internationale à implémenter cette vision. C'est bien sûr une vision à long terme, mais on aimerait avoir cette rêve qui se réalise un jour. Merci beaucoup pour votre participation et pour l'écoute de cette interview et de ce message. Au revoir, à bientôt. Alors, merci beaucoup Squeo. On rappelle que Angelo Squeo est donc le New Event Director de la Fédération internationale de volleyball et on aura l'occasion justement de l'avoir tout au long de nos différentes émissions. Eh bien, nous, la question que je m'en vais vous poser, les gars, c'est de savoir qu'est-ce qui peut justifier la participation d'une nation africaine comme le Cameroun à un sport d'hiver comme celui-là. Déjà, moi, au-delà du sportif, au-delà des ambitions sportives qui peuvent être celles de l'athlète, il n'y a qu'en fond, c'est la marque Cameroun qui est diffusée. À ce sens, on peut faire des sports d'hiver, on peut faire des sports, des sports sous la neige. L'important, c'est la nation qu'on représente. Peut-être ça peut paraître incohérent que le Cameroun, qui est dans une zone tropicale, se retrouve à faire les sports d'hiver, par exemple. On peut se poser la question quel est l'objectif, quel est le problème. Maintenant, si l'athlète réside dans une partie du monde où il neige, et si l'athlète a les aptitudes de faire cette discipline, il faut bien qu'elle la fasse sur une bannière. Maintenant, l'impact derrière, c'est que c'est la marque Cameroun qui est diffusée au-delà des sports qui peuvent appartenir, qui peuvent être d'origine d'un pays ou d'une région spécifique, tenant spécifique qu'on peut associer à un climat comme la neige ou le soleil par exemple. C'est le pouvoir de diffusion. Je vais l'expliquer. Il y a
chaque discipline a son audience, et chaque discipline a ses médias. L'objectif pour un État d'être présent sur tous les médias et s'adresser à tout type de public, peu importe leur spécificité ou bien leur particularisme. Donc en toile de fond, moi je pense que c'est normal et c'est tout bénéf pour la marque Cameroun. Alors quel impact économique et marketing d'ailleurs pour le continent africain, puisqu'on sait qu'il n'y a pas la neige en Afrique, quel peut être l'impact économique, Tatou? Ben, le premier truc, c'est vendre la destination de Cameroun. Ouais. Yannick l'a assez bien dit, chaque sport a son audience, chaque sport a ses médias. Ouais. Et forcément, on a vu le drapeau camerounais flotter justement parmi Imaginez quelqu'un qui vit à Alberta au Canada, qui est habitué à voir la neige, et qui ne connaît même pas ce qu'on appelle l'Afrique, qui pense, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes. Moi, je me suis dit, une petite anecdote, quand moi j'étais à l'université, j'ai demandé à acheter on pouvait acheter une carte téléphonique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. Acheter une carte téléphonique pour appeler mes parents au Cameroun. Quelqu'un m'a dit, mais écoute, tu peux voir le gars qui est en haut, là, je crois qu'il est aussi africain. Hein. Vous êtes peut-être voisin au quartier, il peut te donner les nouvelles. Mais quand tu vas voir le gars, il est kényan. Le mec qui te dit, il peut être voisin au quartier, il sait qu'il est kényan. Il sait que tu es chez Cameroun, il s'est dit, peut-être que c'est le même pays, en fait. Donc, vous comprenez que le mec qui regarde le snow volley de Alberta au Canada, où il fait très froid, voir le Cameroun, il va peut-être se dire, attends, c'est qui ces gens-là? Et il va commencer à regarder, peut-être a priori parce qu'il va penser qu'il y a la neige là-bas, et il pourra peut-être visiter aussi. Mais il va se rendre compte que non, en fait, il n'y a pas de neige au Cameroun, mais c'est un bon pays. Donc, marketing, sur le plan marketing, c'est plus vendre la destination touristique et aussi le symbolisme pour dire que les Africains et les Camerounais ont du talent, quel que soit le sport. Donc, voilà, pour moi, c'est plus ça, quoi. Ah, on passe au quiz. Le quiz, c'est sur les grands namings dans le monde. Eh bien, on commence par la France rapidement. On n'a pas le temps à perdre, les gars. La première question que je vous pose, c'est quel est le stade en France qui a la valeur de naming la plus élevée? Groupama Stadium? Non. Alliance Riviera. Super, l'Alliance Riviera du stade où évolue l'OGC Nice, ça fait 1 point pour Tatou. Ça s'applaudit quand même, c'est pas... C'est le premier d'ailleurs. Alors, il y a un groupe médical qui s'appelle Grifols, qui a décidé justement d'accompagner un club en Europe dans le cadre d'un contrat de naming. Eh bien, il faut dire que ce contrat est estimé actuellement à 200 millions d'euros et le naming doit commencer en 2020. Je rappelle que c'est un club espagnol. FC Barcelone. Voilà, super. Il s'agit du contrat donc du Camp Nou qui va désormais être renommé Grifols Stadium. Alors on termine par ce contrat de naming, par justement ce quiz sur les naming. Eh bien, on sait que la Mamut Arena est donc justement le naming du stade d'une ville, laquelle? La MMA Arena. Le Mans. Waouh. T'as tout à faire. Il a fait fort aujourd'hui. Super. 3-0. C'est un chaos carrément. C'est jeu 7 matchs pour Tatou. Tu me donnes un champagne. Je l'ai laissé. Ah oui. Bon les gars, on arrive à la fin de cette émission. 30 secondes pour terminer, puisque le Doux nous fait déjà les grands signes du côté de la baie vitrée. Ben, c'est important pour nous de se positionner, mais c'est aussi important pour nous enfin, c'est important pour le Cameroun de savoir qu'il y a des agences qui travaillent durement pour pouvoir vendre la destination sportive du Cameroun. Et aujourd'hui, avec le CHAN qui arrive, avec la Coupe d'Afrique en 2021, la Coupe du monde militaire en 2020, la Coupe de handball. Tout à fait. Donc, il faudrait que les autorités pensent qu'il faut faire des sous-traitances avec des agences. Tout à fait. Pas forcément penser que l'État, entre guillemets, fonctionnaire, il peut tout résoudre comme problème. Et Yannick, un dernier mot? Oui, juste rappeler aux téléspectateurs de regarder cette émission. Et d'ailleurs, je vais simplement faire comprendre que le débat qui se pose aujourd'hui sur le naming, Roger Milla et tout le reste, nous on a préparé quelque chose dessus sur Sportsnet Insight, qui est d'ailleurs une suite
de Sport Business Squad, c'était l'émission dont on va relayer la semaine prochaine ce que nous dira Michel Desbordes au sujet justement du naming et la particularité en Afrique. On espère également l'avoir sur Sport Business Squad. Alors, il faut dire qu'en 2020, le Cameroun, du point de vue événementiel, c'est le CHAN 2020, c'est la Coupe du Monde militaire 2020, c'est la Coupe d'Afrique de handball 2020, et puis toujours en 2020, on a les championnats mondiaux de sambo, et en 2021, la CAN. Sans doute, le Cameroun est donc, sera donc pendant cette période la première destination sportive sur le golfe de Guinée. C'est également ça, Sport Business Squad. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le même bonheur, la même humeur. Restez sport et surtout business.